Bonjour et bienvenue dans les TBO. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Tout comme les scolaires, les étudiants ont fait également leur rentrée cette semaine. Quelles sont les nouveautés et quels sont les objectifs de l'UBO? Combien coûte à un étudiant une rentrée universitaire? On en parle dans un instant avec nos invités, mais tout de suite, je vous propose de faire un point en images sur l'actualité finistérienne et bretonne de ce jeudi 4 septembre. Le froid de l'hiver 1962 dévaste les cultures d'artichauts et de choux-fleurs du département. La SICA de Saint-Paul-de-Léon décide alors de diversifier ses productions et lance 2 ans plus tard sa pépinière de plants. Des débuts chaotiques, les producteurs reconvertis ne maîtrisent pas encore les techniques horticoles. Dans les années 70, suite à des voyages aux États-Unis, ils ont vu que se développer les cultures hors sol en pot à l'extérieur. Et ils ont démarré fin 70 les cultures avec encore des échecs parce qu'ils ne maîtrisaient pas du tout alors les technologies, des excès d'engrais, des excès d'eau et des plants qui crevaient. Mais bon, ils ont continué, ils ont eu le courage de se remettre en cause, de chercher tout le temps. Dans les années 80, le marché du monde du jardin explose. La pépinière de Kirisnel surfe sur cette mode et alimente encore aujourd'hui les grandes surfaces et jardineries traditionnelles françaises. La concurrence est rude. L'objectif pour la coopérative est d'exporter ses plants et d'aller sur de nouveaux marchés. L'export pour nous, c'est l'Angleterre. Où l'Angleterre, ils ont une culture de jardin beaucoup plus ancienne que nous et ils connaissent les plantes et il y a des gros potentiels là-bas. Bon, on ne sera certainement pas les seuls, mais bon, on a notre place à trouver. Et puis on n'est pas loin de l'Angleterre en fait. On a des bateaux qui vont tous les jours, donc il faut qu'on en profite. Les 23 horticulteurs Léonard écoulent chaque année 8 millions de plants. La pépinière de Kirisnel, qui fête aujourd'hui ses 50 ans, est le leader français sur ce secteur. Immergés dans un pays en guerre depuis plus de 2 ans, ces 2 prêtres centrafricains sont venus chercher un peu de répit en France le temps de vacances d'été. Et même si l'armée française intervient dans le pays, la sécurité n'est toujours pas assurée. Il y a des exactions, des morts, des viols et il y a des destructions des villes et des villages. Et là, la plupart de la population vit dans des zones déplacées, dans la brousse et dans la forêt. Le père Jérôme Émilien Dansona est directeur du petit séminaire à Bossongwa, au nord du pays. Il a vu son établissement pillé intégralement. Nous sommes dans une région qui fait frontière avec le Tchad. Et du coup, dans cette région, il y a circulation de beaucoup d'hommes armés qui ne sont pas contrôlés. Ce qui fait que depuis 2 ans, les enfants n'ont pas pu être à l'école et les hôpitaux, les centres de santé sont fermés. Ces 2 prêtres veulent rétablir la vérité sur l'opposition entre chrétiens et musulmans et espèrent la paix dans leur pays. Dans ma paroisse, nous accueillons des musulmans, nous accueillons des chrétiens et on ne peut pas parler de guerre de religion. Je rêve d'une Centrafrique où toutes les personnes, quelle que soit leur religion, pourraient enfin se mettre à vivre ensemble, danser au clair de la lune comme on l'a fait quand nous étions enfants et qu'on ne parle plus de musulmans, de séléka, je ne sais pas, de bouddhistes ou de quoi. Nous, en tant que prêtres, nous parlons de désarmement du cœur, c'est vrai, mais il y a aussi le désarmement. En tant que tel, des armes, les rebelles qui ont des armes, il faut que les forces internationales réagissent, font tout pour qu'il y ait la paix en désarmant les rebelles. Les pères Jérôme et Alain seront ce vendredi soir à 20h à Brest, salle Saint-Louis, pour témoigner de leur expérience au cours d'une conférence publique. Nous sommes donc en plein cœur du campus de l'UBO à Brest, en compagnie de Jonathan Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération des étudiants de Bretagne occidentale. C'est ça. Alors, il y a à peu près 10% de la population brestoise qui est étudiant. Et comme chaque année, il y a évidemment des petits nouveaux. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les accueillir, pour qu'ils s'intègrent au plus vite et au mieux? Alors, comme on peut voir aujourd'hui, il y a la journée d'accueil des premières années. Donc, on participe à l'organisation par différents jeux qu'on peut faire, comme Sexe et Chocolat de la Fâche, par exemple. Donc, des questions sur la sexualité et plus généralement donc visite des locaux, des choses comme ça, des services communs. Et l'accueil aussi des étudiants étrangers qu'on va chercher à la gare, à l'aéroport pour les aider dans les premières démarches. Qui dit rentrée dit évidemment achat pour les étudiants. Combien coûte concrètement une rentrée universitaire, la première pour un étudiant? D'accord, donc on estime à peu près à 2 225 € par mois le montant qu'il faudrait à l'étudiant pour vivre convenablement ses études. Et alors dedans, vous comptabilisez quoi? Alors il y a le loyer qui fait à peu près 40% du budget, après on a des courses, on a les dépenses dans les mutuelles, par exemple mutuelles étudiantes,
les loisirs évidemment et un petit peu de vêtements, d'électroménager et tout ce qu'il faut à l'étudiant pour se lancer pour son année universitaire. Alors on a parlé d'une enveloppe globale par étudiant, j'imagine que tout le monde n'a pas cette même enveloppe. Certains doivent être boursiers, d'autres pas, d'autres salariés. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Alors nous on a répertorié donc un tiers des étudiants boursiers. Donc dans le reste on a à peu près 22% d'étudiants qui se salarient pour des raisons financières. Donc ils sont obligés de travailler pour financer leurs études sans... Donc job étudiant. C'est ça, sans forcément de prise en compte du statut étudiant en plus. Donc à partir de 15 heures à peu près, on a 50% de chances de moins de réussite du coup sur ses études universitaires. Plus de 15 heures par mois de travail en dehors de son travail universitaire, c'est 50% d'échecs. C'est ça. C'est énorme. Globalement. Alors c'est énorme et tout ça à cause de la non prise en compte du coup du statut d'étudiant. C'est-à-dire concrètement? L'employeur par exemple donne pas forcément une semaine de repos à l'étudiant pour pouvoir réviser ses cours et pour pouvoir valider ses examens. Merci beaucoup Jonathan. Donc on a vu évidemment que c'était pas évident. Le budget des étudiants est serré, c'est pas facile d'aller trouver de l'argent. Eh bien, il y a une commune finistérienne qui a pensé à quelque chose. Elle propose aux habitants de sa commune un revenu minimum étudiant. Les explications à Plougastel d'Aoulas de Frédéric Lorenzo. Rendez-vous à la mairie pour ces deux jeunes originaires de Plougastel. Quentin et Jonathan ont bénéficié du RME, le revenu minimum étudiant. Alors l'année dernière, j'ai touché 1 000 € répartis sur 10 mois. C'est intéressant, c'est toujours bon à apprendre de la part de la commune. Et ça me permet de payer mes repas, payer une partie de mon logement qui est sur Brest, mon logement étudiant. Le côté financier, on n'a pas à y penser, quoi. C'est sûr que c'est une aide, quoi. Alors j'avais 2 200 € à l'année, soit 220 € par mois sur 10 mois. Ouais, c'était assez intéressant d'avoir cette aide puisque ça me permettait de financer du matériel pour mon école. Mes autres camarades de classe étaient jalouses puisqu'elles n'avaient pas le droit aux bourses et du coup moi comme je bénéficiais de bourses, elles étaient un peu jalouses. Avec seulement une vingtaine d'autres communes, Plougastel verse le RME depuis maintenant 4 ans, une aide qui peut atteindre 480 € par mois. À l'époque, le maire avait reçu une administrée en difficulté pour financer les études de sa fille. Sur les étudiants, on n'avait rien. Je me suis retrouvé un peu démuni. J'ai demandé à l'équipe du CS de fouiller, de voir ce qu'il y avait en France, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme aide pour les étudiants. Un peu de prime à la réussite, quoi, aux jeunes qui réussissent, qui travaillent, qui avancent. Et donc, il existait quelques communes en France qui avaient créé ce revenu minimum étudiant. Cette année, 27 jeunes seront aidés, mais le RME n'est pas un salaire minimum. On s'est basé sur l'allocation de jeunes majeurs. Et donc, de ce revenu, on va déduire les bourses, évidemment. Et aussi une petite participation familiale selon les ressources des parents. Le RME permet parfois d'éviter le recours au job étudiant qui empiète sur le temps des études. C'est vrai que lorsqu'on est pris par d'autres soucis, des soucis financiers, on est moins centré sur son travail et sur ses études et forcément la réussite s'en ressent derrière. Aujourd'hui, la commune de Plougastel est la seule commune bretonne à verser le RME. D'autres communes se sont intéressées par le dispositif. Nous sommes à présent en compagnie de Pascal Olivard. Bonjour, vous êtes le président de l'UBO. Alors, est-ce que votre rentrée s'est bien passée? Elle se passe bien. Alors, ma rentrée personnelle, elle date un petit peu maintenant, mais elle se passe très bien depuis lundi. Nous accueillons énormément de nouveaux étudiants et quand on voit leur sourire, regardez derrière nous, ils sont en pleine forme, très heureux d'être là. Et c'est peut-être le plus grand plaisir pour un président d'université. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la visite du campus, ce jeudi. Alors, c'est la découverte du campus. On dit toujours que l'université est un monde à part, un monde grandiose où finalement on ne s'est pas aussi retrouvé. Et nous avons pris conscience de cela et depuis l'année dernière maintenant, c'est la 2e édition, eh bien on met les petits plats dans les grands pour que nos nouveaux arrivants, ceux qui nous ont fait confiance, puissent découvrir toutes les richesses du campus et tous les services que l'on met à leur disposition. Quels sont vos objectifs pour cette année ? Alors, nos objectifs, c'est de faire en sorte que ceux qui nous ont choisis réussissent et réussissent encore mieux. Mais je n'ai aucune crainte, vous savez que l'UBO est toujours classé dans les 10 premières au niveau national pour la réussite en licence. Et c'est important de le dire aussi aux citoyens de Brest et de Bretagne occidentale, c'est qu'ils ont à leur disposition un outil qui a tout d'une grande au niveau national dans notre territoire. Vous continuez à investir, ça sont quelques nouveautés, il y a des travaux, il y en a notamment à l'IUM. Il va y avoir un nouveau bâtiment connecté aussi, je crois, ici sur le campus, connecté aux autres universités de Bretagne, je crois. De quoi s'agit-il ? Alors c'est vrai que nous sommes en train de finaliser la construction de la 3e tranche pour l'Institut européen et universitaire européen de la mer, qui va nous permettre vraiment d'asseoir notre ambition
collective au niveau brestois autour des sciences de la mer. C'est un des points majeurs qui nous fait rayonner à l'international. Et l'autre point majeur pour Brest, mais également pour toute la Bretagne, c'est le déploiement du campus numérique. Et juste derrière, à côté de la BU, le bâtiment du cœur brestois est commencé. Il sera livré début 2016. Et là, on pourra imaginer, et c'est toute l'innovation que nous mettons en œuvre au quotidien pour améliorer nos méthodes pédagogiques aussi, qui verra le jour début 2016. Et nous aurons à l'échelle du territoire breton un campus innovant, seul exemplaire du style en Europe. On retrouve 2 ersatz aux États-Unis ou au Canada, mais la Bretagne est un au premier rang, unique. vraiment. Ouais, vraiment. tout à fait. Et tout ça au bénéfice des étudiants qui nous auront choisis. Et pourquoi c'est important à ce point-là pour vous de suivre tout de suite la transition numérique ? C'est dans l'air du temps. Les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui sont presque nés avec des tablettes dans les doigts. Et donc nous devons nous adapter. Et c'est tout les assises de la pédagogie que nous avons menées au printemps. Leur but était quoi? C'était de nous adapter à nos nouveaux publics, à leur nouvelle façon d'appréhender leur apprentissage et de faire en sorte, quelque part, d'être à la hauteur de leur réussite. On a beaucoup parlé de Brest, il y a aussi Morlaix et Quimper. Quelques chantiers en cours peut-être aussi? Essentiel, Morlaix et Quimper, dans l'implantation territoriale et dans le service rendu par l'UBO à la Bretagne occidentale. Morlaix, c'est notre dernier site, un dernier né. Une nouveauté cette année, on vient compléter de manière très rationalisée notre offre de formation, puisqu'il y a une licence pro en aéronautique à Morlaix qui voit le jour en cette rentrée. Et puis Quimper, qui reste une des plus grandes délocalisations de France, où nous sommes très heureux d'avoir eu l'autorisation du ministère de continuer à dispenser notre bi-licence droit histoire de l'art, qui ouvre des perspectives professionnelles, disons, autour des métiers de commissaire-priseur. Vous savez qu'il y a 3 licences de cette nature en France. Une dernière, une quatrième, et 2 à Paris, une à Quimper, et on en est extrêmement fiers. Merci beaucoup Pascal Olivard, merci à tous. On se quitte avec des images de l'ambiance ici sur le campus, et puis également avec quelques dates de futurs événements qui sont organisés pour la ville, évidemment pour ses étudiants. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez le JT de TBO lundi dès 18h15. À très bientôt.